Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée. En ce lundi 18 novembre, voici les principaux titres que nous allons développer. L'inquiétude est grande chez les pensionnaires et le personnel de l'EHPAD Augereau à Montaigu-Vendée. Ils ont appris récemment que l'établissement allait fermer pour accueillir un nouveau service. Nous sommes allés à leur rencontre lors de leur mobilisation vendredi dernier. Nous irons à Aubigny-les-Clouseaux découvrir les photos d'Isabelle Padiolo. Elles sont présentées dans le cadre de l'exposition Tous toutes concernées qui s'inscrit dans le programme de la commune contre les violences faites aux femmes. Et puis nous reviendrons sur la fin du beau parcours du FC Saint-Philbert-La Réorte-La Jaudonnière en Coupe de France de football. Le petit pousset de la compétition a été sorti par Mérignac samedi devant 3000 spectateurs. À Montaigu-Vendée, le personnel et les résidents de l'EHPAD Augereau ont appris il y a quelques jours la fermeture de l'établissement. Ils devraient laisser place à un service d'addictologie. Cet EHPAD dépend du site de Montaigu du CHD Vendée. 30 personnes y vivent, 41 agents y travaillent. Et pour les employés, les résidents et leurs familles, l'inquiétude et le manque de visibilité pour la suite prédominent. Reportage Alix Lanos. C'est l'inquiétude qui règne ici devant l'EHPAD Augereau depuis l'annonce soudaine de sa fermeture et de son éventuel remplacement par une unité d'hospitalisation en addictologie. Pour les 30 résidents qui vont devoir quitter les lieux prochainement et leurs familles, l'annonce a été un choc. Je suis stressé et inquiet. Moi personnellement, la première nuit que j'ai appris, je n'ai pas dormi parce que je pensais pour la nuit où on allait aller à replacer, si on pouvait être replacé. Ah ben c'est l'inconnu, madame. Hein, dites... Je croyais que j'étais en sécurité. Et puis, voilà. Ma maman, elle est en fin de vie depuis, c'est très compliqué, donc elle ne le voit pas et on essaie de ne pas lui montrer. Mais il y a énormément de gens ici, il y a des résidents, il y a une vie. Et aujourd'hui, on nous annonce ça comme ça, quand on ne nous l'annonce même pas. On le sait parce qu'on a cherché un peu et on a regardé. Nous, aujourd'hui, si on n'avait pas été chercher, gratter, parler avec les gens qui travaillent ici, on n'aurait pas eu d'infos. Il y a des gens qui travaillent ici, qui sont dévoués, qui sont souriants, qui sont à notre maman aujourd'hui, ça fait 1 an qu'elle est là avec des personnes. Et on va être obligé de la changer. Donc c'est violent pour tout le monde. Les 41 agents qui travaillent au sein de l'établissement sont en effet particulièrement inquiets eux aussi sur leur avenir professionnel. Ils peuvent être réorientés dans un autre service du centre hospitalier de Montaigu, mais aussi de La Roche-sur-Yon ou même de Luçon. J'habite aux alentours de Montaigu, mais je n'habite pas du bon côté pour aller en direction de La Roche. Je n'ai pas envie d'aller à La Roche. C'était mon choix, le site de Montaigu, et j'ai pas envie d'aller ailleurs. Il y a toutes les émotions, il y a de la colère, il y a de la tristesse. On leur demande de quitter en fait le travail de changer de métier, de partir sur un service alors qu'elles travaillent sur une EHPAD qui est un lieu de vie, donc c'est très très compliqué. Ouais. Ils sont dans la situation où ils ne savent pas exactement quand est-ce que l'EHPAD va fermer. Déjà, ça c'est la première chose. Alors après, la direction leur propose un accompagnement. Donc nous, on sera vigilants sur cet accompagnement pour que chacun puisse s'y retrouver quand l'EHPAD sera fermée. Le CHD Vendée, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, assure de son côté être en phase de travail et de concertation avec les familles et les professionnels pour mener à bien le projet. Et toujours au chapitre santé, notez que l'accueil des urgences de Luçon est suspendu depuis 16h30 cet après-midi et jusqu'à demain matin 8h30. Il est demandé aux usagers d'appeler le 116 117 pour les soins non programmés et le 15 pour les urgences vitales. Depuis le 8 mars dernier et jusqu'au 8 mars prochain, la commune d'Aubigny-les-Clouseaux développe un programme pour mettre en valeur la place et la visibilité des femmes. Projection de films, débats et depuis samedi, une exposition de photos d'Isabelle Padiolo intitulée « Tous, toutes concernées ». Elle est visible au pôle culturel de l'Égoï jusqu'au 24 novembre, veille de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est effectivement mettre en lumière que tout le monde peut agir, quel que soit son niveau. Il n'y a pas besoin d'être très fort, il n'y a pas besoin d'être un homme. On peut tous agir et mettre en lumière, parce que vraiment, on ne peut plus ouvrir les journaux sans qu'il y ait un article. On ne peut plus regarder, on ouvre la télé, c'est récurrent. C'est violence, alors violence sexiste, violence physique, toutes sortes de violences, et je pense qu'il est temps de la mettre en lumière et donner la parole à nous toutes en le mettant en exposition. Effectivement, pour moi, c'est vraiment un moyen d'expression en passant par l'art. Et à noter que des visites commentées de l'exposition sont organisées. Concernant les photos présentées, elles ont une particularité, ce sont des militantes du collectif Nous Toutes qui ont posé pour la bonne cause.
Alors depuis plusieurs années, on a rencontré donc Isabelle Padiolo qui vient à chacun de nos événements, nous prend en photo et donc elle a tout un lot de photos avec nous. Et puis là, elle a eu envie de mettre en scène des scènes de violence et donc nous a proposé de participer pour poser à ces scènes. Et donc on a été assez enthousiaste avec ce projet et on a posé pour elle. Pour réduire sa consommation de gaz et tenter de chauffer un peu plus vertueusement ses infrastructures, la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée mise sur une chaudière à bois. Elle a été installée au centre aquatique de Fontenay-le-Comte. Le bois est acheté dans les Deux-Sèvres et ce nouvel équipement devrait permettre de couvrir quasiment la moitié des besoins de la piscine et d'économiser environ 25 000 € par an. Alors c'est une chaudière à bois qui utilise du bois déchiqueté, qui est amené par une vis sans fin, qui est ramenée à la chaudière. Et cette chaudière-là nous fournit à peu près 40 à 50% de la puissance totale du besoin de la piscine. On est l'un des premiers équipements, je pense, sur Fontenay à utiliser une chaudière à bois. Après, bon, c'est ce qui va devenir de plus en plus courant pour les maîtrises de l'énergie, de coût de l'énergie surtout, parce que le bois coûte beaucoup moins cher que le gaz et l'électricité. Et donc ça nous apporte un complément sur notre consommation de gaz surtout. À la fois on fait du bien à la nature, on fait du bien à la planète et puis on fait du bien à nos finances publiques puisqu'évidemment c'est moins de dépenses énergétiques. Une piscine est un équipement énergivore par essence et ici on va bien sûr être moins gourmand en énergie et donc moins coûteux financièrement. Sport à présent avec du football. La belle aventure du FC Saint-Philbert-la Réorthe-la-Jaudennière s'est achevée ce week-end. Le club de 3e division de district Petit Pousset de la Coupe de France a été éliminé samedi lors du 7e tour par l'équipe de Mérignac. Les Vendéens se sont lourdement inclinés sur le score de 6-0 face à une formation évoluant 5 divisions au-dessus. Mais cela n'a pas empêché les membres du club et les supporters de vivre un après-midi festif au stade de Luçon. Reportage Louise Viadger. Ils étaient en communion avec le public malgré la défaite. L'équipe du FC Saint-Philbert-la Réorthe-la-Jaudennière a créé l'exploit d'arriver au 7e tour de Coupe de France. Alors forcément, les supporters étaient exaltés depuis le début du match. Extrêmement heureux parce qu'on ne pensait pas en début de compétition arriver jusque-là. Stressé également et fier du chemin accompli par l'équipe, fier de ce qu'on fait tous ensemble, parce qu'on se réunit toutes les 2 semaines, on prépare des banderoles, on partage des très très bons moments ensemble. Donc voilà, c'est un savant mélange de bonheur, de fierté et de stress un peu pour le match. C'est donc le stress qui domine les joueurs et le public dès le début du match. Les 3000 spectateurs avaient les yeux rivés sur le terrain pour ne rater aucune seconde, mais le club prodige de départemental 3 se fait dominer par Mérignac pendant toute la première partie du match. On le savait que ce serait compliqué, forcément, mais ils essayent de construire. Voilà, c'est compliqué, le résultat est dur pour une première mi-temps, mais bon. La tendance ne s'est pas inversée, l'équipe de Régional 1 enchaîne les buts. Score final 6-0, un résultat difficile à digérer sans oublier le chemin parcouru. Il y a 2 minutes, j'étais pas bien, puisque le score est lourd et c'est jamais agréable. Mais aujourd'hui, les armes de Mérignac font qu'ils nous ont respectés, ils ont mis ce qu'il fallait. Donc voilà, on savait que cette aventure allait terminer, maintenant elle l'est. Et elle l'est auprès de 3000 personnes qui sont venues se déplacer pour voir ce Petit Pousset qui a montré une très belle image, j'en suis sûr. Le FCPRJ a fait rêver au-delà des frontières de ses communes, tout un département. Ce Petit Pousset aura marqué l'histoire en défiant la logique de la hiérarchie du football. L'aventure est terminée pour le FCPRJ, mais elle se poursuit pour d'autres clubs vendéens. Il y avait notamment un derby lors de ce 7e tour. La Roche ESO est allée battre Fontenay-le-Comte 2-1. La Roche VF se qualifie également en s'imposant 6-0 à Cazaux en Gironde. Quant aux joueurs des Herbiers, ils ont réalisé l'exploit en éliminant Ajaccio Club de Ligue 2 sur le score de 2-1.
Et puis un mot du Vendée Globe. Les 39 skippers encore en course en sont à leur 9e jour en mer. Au classement de 15 heures ce lundi, c'était le Britannique Sam Goodchild sur Vulnérable qui était en tête devant Sébastien Simon et Thomas Ruyant. Tous les faits marquants du jour sont à retrouver dans le journal du Vendée Globe juste après cette édition. Cela fait maintenant 30 ans que l'association Chanson organise des spectacles de proximité dans des lieux inhabituels avec le festival Chantapart. Des concerts de chansons françaises organisés dans des entreprises, des structures de soins, des lycées ou encore chez l'habitant. Et le 1er février prochain, Chantapart fêtera ses 31 ans à la salle de spectacle La Balise à Saint-Hilaire-de-Riez qui collabore avec le festival depuis 2023. Pour cette soirée intitulée Chantapart sur son 31, 9 groupes ou artistes déjà programmés ces 15 dernières années seront réunis. On travaille depuis l'année dernière 9 artistes qui ont été programmés dans le festival Chantapart depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Et donc on leur a demandé de préparer une soirée un peu spécifique. Il y en a qui se connaissent, il y en a qui ne se connaissent pas, donc ils vont travailler sur leurs propres chansons, mais aussi s'accompagner les uns et les autres. Et reprendre aussi des chansons de notre répertoire de la chanson française aussi. Chantapart, j'ai envie de dire, ils ont quand même une expertise sur la chanson française que moi j'ai pas, très clairement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se nourrir, comme on le fait avec Yannick Jolin sur Le Goût des langues, se nourrir des expériences, de la richesse de chacun pour offrir, agrémenter en fait le projet de La Balise. Tant qu'on a les valeurs communes de départ, on peut y aller. Un rapide coup d'œil sur votre météo de ce mardi matin. Le temps va se dégrader progressivement tout au long de la matinée avec nuages, ondées et du vent jusqu'à 60 km/h. Température encore douce, mais plus pour très longtemps. 12 à 13 degrés dans les terres et 14 sur le littoral. C'est la fin de ce journal. Retour de l'actualité dès demain matin 7h dans la matinale avec Caroline Tronche. Très bonne soirée à tous.